Donc, je m'appelle Jean-Pierre Rosenweg, j'ai été juge pour enfants pendant environ 30 ans. Et les 10 ans qui manquaient, j'étais au cabinet ministre en charge de faire les lois sur la protection de l'enfance et j'ai dirigé l'Institut de l'enfance et la famille. Donc, j'ai 30 ans derrière moi de présidence du tribunal pour enfants et notamment dans la dernière partie, le tribunal pour enfants de Bobigny. Par ailleurs, j'ai une vie associative et militante, notamment sur les droits des enfants. Le dernier résultat, c'est le bouquin que je viens de faire sur le droit des enfants pour les nuls et toute une réflexion sur les droits et la parole des enfants dans toutes les institutions, y compris l'éducation nationale. Voilà. Et actuellement, je participe d'un certain nombre de lieux. Par exemple, je suis au collège des droits des enfants auprès du défenseur des droits. Je suis au bureau du Conseil national de la protection de l'enfance et je suis expert UNICEF. Puis pour terminer, parce que je m'ennuie un petit peu, je suis enseignant à Nanterre. Voilà. Vous avez l'ensemble du curriculum vitae. Allez, Pensez-vous que l'oral devrait être enseigné comme une matière à part entière au lycée? Et est-ce que les écoles de droit forment à l'exercice oral? Non, vraiment, je ne pense pas qu'il faille en faire une matière spécifique. Ce qui est important, c'est l'expression. L'expression orale est un mode d'expression. L'expression, j'allais dire, physique, gestuelle, en est une autre. Arriver dépenaillé dans un examen de recrutement, ça peut choquer l'interlocuteur, dans le bon sens du terme, en disant là, j'ai en face de moi une personnalité un petit peu originale, mais ça peut aussi vous causer pas mal de tort. Voilà, donc la parole orale, excusez-moi, est une forme de communication comme une autre. Elle a été négligée, trop négligée, me semble-t-il. Elle a ses codes, elle a ses règles, on s'y prépare, on s'organise, il y a des techniques, on en parlera tout à l'heure, mais elle ne doit pas justifier d'un enseignement plus qu'un autre. Ce qui est important, c'est de savoir, c'est que l'être humain, par définition, c'est peut-être valable pour l'animal, ça j'en sais rien, mais l'être humain en particulier, c'est un être de communication. Donc on émet, on reçoit. Si on néglige les conditions dans lesquelles on émet et on reçoit, on va au-devant de quelques mésaventures. On est mal compris, on ne s'est pas fait comprendre. Donc, quand on est mal compris, qu'on ne s'est pas fait comprendre, la première chose qu'il faut faire, c'est s'en prendre à soi-même. C'est la première question qu'on doit toujours se poser, c'est où j'ai déconné, plutôt que les autres sont des cons. Voilà, c'est la première règle de la communication. Après, le reste, c'est de la technique. Et comme disait Brassens, la technique, c'est qu'une salmanie. Je rappelle que Brassens est un grand chanteur, artiste, enfin tout ce qu'on veut, poète. Pour les nouvelles générations, hein. Je ne sais pas si vous connaissez. Au regard de votre expérience de juge, pensez-vous qu'on puisse réduire la violence entre les jeunes en développant leurs compétences orales? Ah ben, ça ne vaut pas pour les jeunes. La violence, c'est l'arme des faibles. La violence, c'est l'art de ceux qui ne savent pas communiquer. Euh, L'être supérieur, Gandhi, par définition, il utilise la non-violence. Il n'a pas besoin de la violence pour communiquer. La violence, c'est ce qui reste aux crétins, à ceux qui ne réfléchissent pas, à ceux qui n'ont pas de culture, ceux qui n'ont pas d'expression. C'est ce qui leur reste pour communiquer. Donc, c'est le niveau zéro de la communication. Enfin, ce n'est pas le niveau zéro de la communication, puisque c'est une forme de communication. Enfin, le moins qu'on puisse dire, c'est pas le niveau 10 sur l'échelle de Richter de la communication démocratique. C'est assez minable. Ça vole pas très loin. Et ça appelle généralement la contre-violence. Hein. La violence appelle la contre-violence, ne fût-ce que pour survivre. Alors il faut qu'elle soit mesurée, pondérée, adaptée, tout ce qu'on veut. Mais avant de retrouver le chemin de la quiétude qui permet de se mettre autour de la table et de discuter, il va falloir du temps. En d'autres termes, on peut communiquer autrement que par la violence et on doit communiquer autrement que par la violence. Alors après, c'est ce qu'on vient de dire à l'instant, l'écrit, l'oral, l'expression physique. On peut communiquer en se taisant. Hein. Le silence est très communicateur. Quand le juge pour enfants que je suis voit des gamins se taire ou se comporter dans telle ou telle situation, on évoque leur cas, ça vaut plus que des grands discours. Hein, plus que des grands discours. On peut parler en se taisant. J'ajoute, mais ça devient la morbide, le corps de quelqu'un parle pour lui. Le Maccabée, il parle pour le crime. Hein. D'ailleurs, vous regardez toutes les séries télévisées, commencent par une première séquence où on découpe le cadavre. Le cadavre donne beaucoup d'éléments d'information aux enquêteurs. Toutes les séries télévisées commencent par ce. Et c'est même un rôle majeur pour beaucoup de comédiens, hein, que d'être celui qui découvre un morceau. Peut-on convaincre à l'oral sans avoir préparé une argumentation à l'écrit? Et que pensez-vous de l'exercice d'improvisation orale? Ah, ça n'existe pas l'improvisation.
c'est la fausse improvisation. Moi, je passe mon temps à improviser, mais j'ai réfléchi avant. Donc, ce n'est pas de l'improvisation. Et si c'est une apparence d'improvisation, c'est que vous connaissez votre sujet par cœur, mais vous allez quand même devoir, en fonction des circonstances, du lieu, est-ce que c'est un colloque, est-ce que c'est une réunion technique, est-ce qu'il y a 20 personnes, est-ce qu'il y en a 500, vous allez devoir, en 2 secondes, en 3 secondes, adapter votre discours. Non, l'improvisation, ça n'existe pas, c'est de la fausse improvisation. C'est les apparences de l'improvisation. Moi, je donne toujours l'impression, c'est de la provoque, aux gens quand j'interviens dans un colloque, je leur laisse le sentiment à certains que j'improvise, ça leur permet de m'admirer encore plus, et à d'autres que j'ai préparé très sérieusement. C'est ni l'un ni l'autre. J'arrive très très souvent dans des colloques avec 300 personnes, avec un grand livre, ça impressionne les gens, en réalité c'est des pages blanches. Mais en réalité, derrière les pages blanches, il y a une réflexion. Non, ça n'existe pas l'improvisation. On ne peut, j'allais dire, traiter un sujet que si on a travaillé, d'une manière ou d'une autre. Soit vous copiez quelqu'un, c'est déjà un travail, soit vous réfléchissez, soit tout simplement les éléments du puzzle se remettent en place en fonction des circonstances dont il s'agit. Moi, je sais que c'est un jeu intellectuel de monter une tribune sans connaître le sujet a priori, mais de choper très vite le programme et de jouer sur les mots avec une certaine technique. On peut développer le plan d'une intervention. Mais le plan, c'est qu'une architecture, s'il n'y a rien derrière, vous n'allez pas tenir très longtemps. Donc, il faut toujours avoir travaillé avant. Alors après, certains sont très besogneux et certains ont besoin d'un long temps de préparation. D'autres connaissent bien leur sujet. Moi, c'est vrai que à n'importe quel moment du jour et de la nuit, si on me pose une question sur le thème droit des enfants, je démarre au quart de tour. Je peux vous tenir 2 heures, 3 heures sur le sujet. Mais ce n'est pas de l'improvisation, c'est le fruit du travail. Henri François Deguezeau a dit: pour convaincre, il suffit de parler à l'esprit. Pour persuader, il faut aller jusqu'au cœur. Une argumentation orale efficace doit-elle nécessairement provoquer une émotion? Une émotion, j'en sais foutrement rien. En tout cas, ça ne doit pas laisser l'encéphalogramme plat. C'est d'ailleurs un test dans les gouvernements, mais ça c'est au 2e, 3e degré. Le service d'information du gouvernement teste tous les ministres pour voir quel impact ils ont dans leur prise de parole sur les auditeurs. Et on est assez surpris de voir qu'un certain nombre de ministres laissent un encéphalogramme plat, totalement plat. Quand ils passent à la télévision, les gens disent: la musique est belle, mais j'ai rien compris, j'ai pas suivi. En d'autres termes, ils sont passés à côté de leur intervention. Donc quand on parle, quand on communique à quelqu'un par écrit ou oralement, c'est pour transmettre des choses, des informations, des valeurs, c'est pour mobiliser les gens. Et si vous n'arrivez pas à transmettre et à mobiliser, vous avez échoué. Et donc il faut quelque part faire non pas de la provocation, mais il faut attirer l'attention, l'intérêt, et c'est à partir de ce moment-là que vous pouvez faire passer vos idées. Alors, est-ce que c'est de l'émotion? Il y en a qui font pleurer Margot. Moi, j'aime pas faire pleurer Margot, mais je ne sais pas le faire. Mais certains peuvent le faire. Moi, je me méfie quand les gens me font pleurer, c'est que quelque part, ils sont au niveau 0 ou -1 du raisonnement politique. Mais on peut être rationnel, on peut aussi communiquer avec un brin d'humour, avec un brin de culture historique, avec, pourquoi pas, avec un brin d'émotion, ça dépend du sujet. En tout cas, pour répondre à votre question, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, la communication, c'est le transfert de l'un vers l'autre. Si vous n'organisez pas pour transférer quelque chose, si vous vous auto-satisfaites de ce que vous dites, c'est nul. C'est pas vous qui devez, à partir de ce que vous... Pardon, comment dire, vous ne devez pas dire à quelqu'un ce que tu as été bon dans ton intervention. C'est les gens qui doivent dire à celui qui a communiqué: tu as été bon ou tu as été mauvais. Si je sors de la réunion, ça m'est arrivé très très souvent, quand j'étais au cabinet du ministre, de voir des copains venir me voir en disant: ta ministre, elle a été bonne. Je dis: oui, mais qu'est-ce qu'elle vous a dit? Oh, je ne sais pas, mais elle a été bonne. Elle est passée à côté. À part le fait qu'elle a donné l'image de quelqu'un qui est sympathique, qui est humaine, qui est ceci, qui est cela. Mais une fois qu'on a dit ça, ce n'est pas le message qu'elle voulait faire passer. Elle n'était pas en train de faire passer un message d'empathie, elle était en train de faire passer un message de politique. Et là, de ce point de vue-là, ce jour-là, elle s'était plantée. Donc, vous devez toujours vous poser la question: qu'est-ce que j'ai fait passer à l'autre de ce que je voulais faire passer? Alors, vous pouvez en rajouter, hein. Vous pouvez être sobre, une seule idée,
vous pouvez en balancer 10 avec l'idée que sur les 10, il y en a 2 ou 3 qui vont ressortir. Ça, c'est un problème de stratégie. Moi, je sais que je suis toujours très, très riche dans mes interventions, mais j'essaye de les resserrer avec un slogan, avec une image. Alors après, c'est toujours pareil, vous communiquez à quelqu'un, mais comme il y a plusieurs personnes dans la salle, la communication pour l'un peut être mauvaise pour l'autre, et réciproquement. Donc c'est la grande difficulté, quand vous avez un public hétéroclite, de pouvoir faire passer le message à un maximum de gens. Vous pouvez y parvenir, comme vous pouvez ne pas y parvenir. Alors effectivement, tous les communicants, les grands communicants vous diront, plus le discours est simple, plus il peut être compris par un maximum de gens. Et puis d'autres vous diront que plus il est simple, plus il est démagogique, et qu'effectivement, c'est pas difficile d'être démago, c'est plus difficile d'être rationnel, d'argumenter, de développer. Et avec ces réactions, tu me prends la tête, t'es trop long. Moi, c'est mes étudiants qui l'autre jour me disent, faites-nous un résumé de votre cours. Je les envoie au pâquerette. Quand on est en master 2, on ne demande pas au prof de faire un résumé. On lit tout ce que le prof a fait, dans la mesure où lui, il y a passé du temps pour le faire. Puis après, on en fait la quintessence. Mais on ne demande pas à votre professeur de vous faire un résumé. L'art oratoire est-il inné? L'aisance d'une personne à l'oral reflète-t-elle sa culture générale? Non, je ne crois pas. Enfin, je ne pense pas. Il paraît que je suis un très bon client pour la télé et un très bon client pour les colloques. Ce n'est pas pour autant que j'ai 20 sur 20 en culture générale. Encore que à la fac, j'ai eu quand même de très bonnes notes. Mais c'était factice, c'était un exercice. Non, je ne crois pas que y ait un lien avec la culture générale. D'ailleurs, les grands démagogues je ne pense pas que Mussolini, Hitler aient été des grands sachants, des personnes très très cultivées. Regardez Bolsonaro, regardez Trump, c'est pas le niveau prix Nobel de la culture. Hein. Ils sont au niveau 0 ou 1 sur l'échelle de Richter, là encore. Non, je crois que c'est pas lié à ça. Je pense que ce qui est important, c'est de connaître son sujet, d'être capable de tirer la quintessence de son sujet et de trouver les techniques pour transmettre ce qui vous paraît essentiel, soit en culture de fond, soit en stratégie, soit en mobilisation, ça dépend le lieu. Le même sujet peut être traité différemment. Je prends souvent cet exemple-là parce que je l'ai fréquenté 1000 fois. Le mot adoption, vous ne le traitez pas de la même manière avec des gens qui veulent adopter un enfant, ou pour le ministre, ou pour le journaliste, ou pour le chercheur. Derrière le mot adoption, il y a différentes entrées. Bon, je prends ce sujet-là, mais on pourrait prendre 1001 sujets. Donc il faut, et c'est peut-être ça l'intelligence et la culture, à chaque situation ou à chaque interlocuteur, savoir adapter son discours. Non pas le modifier, mais l'adapter. On peut dire la même chose différemment à des personnes différentes. Avec les gosses dans mon cabinet, mais à condition qu'il n'y ait pas de public, j'ai un langage très trivial. À la tribune devant 500 personnes, je suis plus policé. Ou alors si je sors des blagues, elles sont énormes et tout le monde comprend que c'est vraiment une blague. Donc il faut savoir adapter son discours. Est-ce que c'est de la culture ou de l'intelligence? Je pense que c'est plus de l'intelligence que de la culture. En plus, la culture, c'est quoi, hein? Moi, j'ai une très grande culture sportive, j'ai une très grande culture dans tel ou tel domaine. Dans d'autres domaines, je suis nul. Hein. Et ça, il faut le savoir. Et ça n'empêche pas de vivre. Question, selon vous, l'oral a-t-il pris la place qu'avait la littérature autrefois? Je ne sais pas si c'est l'oral qui a pris la place de la littérature. C'est une expression très, très, très synthétique, très rapide. La caricature étant les SMS avec les résumés en trois lettres, on résume un mot. Enfin bon, c'est pas du Flaubert, hein, et c'est pas du Proust. Voilà, donc, effectivement, les modes d'expression aujourd'hui sont plus synthétiques, rapides, comme si, comme si justement la littérature c'était pas bon, quoi. D'ailleurs, il y a une expression, hein, ton discours c'est de la littérature, c'est du baratin. Ben, c'est la suprême injure de ceux qui ne veulent pas faire les efforts pour réfléchir et comprendre. Donc, je crois qu'il y a des modes de communication modernes qu'il faut savoir utiliser. Moi, j'y suis arrivé comme tout le monde. Hein. Les tweets en 180 signes, il faut savoir faire passer l'essentiel d'une idée. Mais comme dit l'autre, un tweet, ça ne vaut pas une livre opinion dans le monde. Hein. Ça ne vaut pas les articles. Quand je fais des articles, ils font 3000 à 6000 signes. Un tweet à 180 signes, vous ne faites pas passer la même chose.
vous faites un peu de provoque, vous ciblez un cœur de problème, quelque part, vous identifiez une réponse possible, une tonalité, mais ce n'est pas restituer un savoir, il n'y a aucune dimension scientifique, il n'y a aucune dimension rationnelle de raisonnement, il n'y a aucune dimension de proposition et d'organisation. C'est un mode de communication moderne que cette communication, j'allais dire, très, très simpliste, très simplifiée. C'est une régression, il faut appeler les choses par leur nom. Les gens veulent consommer du rapide et ils ne réfléchissent pas. Regardez le succès des journaux gratuits qui sont distribués dans la rue. Et l'inverse, des journaux comme Le Monde, comme Libé ou comme Le Figaro sont considérés comme des ouvrages, j'allais dire, pour s'endormir. Je suis désolé, dans un petit article de 20 heures, enfin je ne me souviens plus comment s'appelle ces jours, enfin disons 24 heures, un petit article comme ceci, ça ne vaut pas une enquête du Monde ou du monde diplomatique. Il n'y a pas le même type d'information, il n'y a même pas le même type de raisonnement. C'est de la culture superficielle. 7. Comment peut-on surmonter cette timidité à l'oral? La timidité à l'oral? Tout simplement, comment dire, en n'ayant pas peur, on ne vous mangera pas. Il faut avoir confiance en soi. Moi, j'ai pris comme principe, quand j'étais jeune, je ne pouvais pas communiquer devant 10 personnes. J'ai bien été obligé de le faire, notamment quand j'ai été un des responsables de mon syndicat. Et quand je me suis aperçu, même au syndicat, que quand j'allais avec des rapports écrits, parce que j'étais trésorier, enfin bon, peu importe, il fallait que je fasse des longs rapports. Il m'est arrivé plusieurs fois, deux fois, 2 années de suite, de sauter une page de mon discours, qui était très rationnel à l'époque, et de voir que personne ne réagissait. De ce jour-là, j'ai décidé que je ne monterais plus jamais à une tribune avec un document écrit, sauf sur des histoires très politiques, très carrées, où il faut, j'allais dire, mesurer chacun des mots qu'on peut prononcer, et donc surtout on parle au nom de quelqu'un d'autre. Mais moi, j'ai pris comme décision de toujours aller, même si je lui ai dit ça prend l'apparence d'un grand livre, en réalité c'est un ticket de métro, et sur le ticket de métro, j'ai noté 3 idées, et j'improvise, entre guillemets, avec ce que je disais tout à l'heure sur l'improvisation, sur ces 3 idées. Et j'allais dire, peu importe qu'on bafouille, qu'on se trompe, etc., il y a plus de sincérité dans l'expression de quelqu'un qui parle directement que dans le fait que quelqu'un lise un texte. D'ailleurs, les gens ne savent pas très bien lire leur écrit. C'est inaudible, ça endort. Moi, je n'ai jamais endormi quiconque en parlant. Je peux tenir quelqu'un pendant 3 heures en parlant, en faisant semblant d'improviser, en rebondissant sur les mots, etc., etc. Et je suis incapable de suivre un texte écrit. D'ailleurs, comme je regarde le public pour voir comment il réagit, je saute une ligne. Au bout de sauter une ligne, je saute une page. Et au bout de 10 minutes, je ne sais plus où j'en suis de mon intervention. Donc, pour répondre à votre question, bien entendu, il peut y avoir une appréhension à l'idée de communiquer, mais il faut partir du principe que les gens qui sont en face de vous sont comme vous. Vous avez travaillé, vous avez à exposer quelque chose, vous le faites simplement. Alors, je vais prendre un contre-exemple. Je l'ai fait un jour avec des gamins qui sont à l'espèce une gamine, qui était rapporteur au centre de Verdun, au centre des droits de l'homme de Verdun, où j'avais animé une commission sur la maltraitance enfant. Il y a eu des gamins qui avaient 10 ou 12 ans. L'une d'entre elles devait rapporter devant 300 enfants et devant la préfète. En l'espèce, ce jour-là, c'était une préfète. Et elle m'a dit, monsieur, comment je dois faire? Je lui ai dit, c'est très simple. Hein. Il y a 3 idées. Et ben, tu dis, voilà, tu arrives à la tribune en disant, j'ai 3 idées, la première, la deuxième, la troisième. Tu ne cherches pas à faire de transition, tu énonces ce que tu... Et j'ai pas besoin d'avoir de papier. Ce que tu as compris, tu le restitues, tout simplement. Voilà. Et la gamine, elle a fait devant 300 personnes et la préfète, elle a fait son exposé de 10 minutes, sans trembler, sans avoir peur. Elle avait été rassurée, elle n'était pas partie avec 20 pages à lire. Les gens qui partent avec 20 pages qu'ils doivent lire sont angoissés à l'idée d'en louper une. Moi, j'ai un copain comme ça, il peut pas, qui est pourtant expérimenté. Hein, je fais des moult de conférences avec lui. S'il n'a pas son PowerPoint, il ne peut pas communiquer avec le public. Alors qu'il est largement supérieur sur le plan juridique à moi sur nombre de points, mais il a besoin d'être rassuré. Bon. Chacun doit trouver sa solution. Moi, la technique que j'ai trouvée, c'est je ne lis plus de documents, je connais mon sujet, j'y réfléchis,
J'ai une technique pour construire un exposé qui est très simple, qui consiste à jouer sur les mots, de se présenter d'abord et de jouer sur les mots. Dans un sujet, il y a toujours un et ou un point d'interrogation. Et puis, toujours commencer par dire où est l'actualité du sujet. Il n'y a aucun sujet qu'on vous demande de traiter qui n'ait pas déjà été traité depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Donc la question qui est posée, c'est pourquoi me pose-t-on cette question aujourd'hui? Si on me pose cette question aujourd'hui, c'est qu'il y a un élément d'actualité. Quel est cet élément d'actualité? Très très souvent, moi je trouve l'élément d'actualité en allant au colloque auquel je vais, en écoutant la radio, et dans les informations, je trouve, combien de fois ça m'est arrivé, l'illustration dont je vais avoir besoin quand je vais introduire mon sujet. Et puis après, je déroule en fonction du public et en fonction de si c'est des politiques, je tiens un type de discours, si c'est des psychologues, un autre, si c'est des travailleurs sociaux, un autre. Voilà. Alors, je ne peux pas vous dire qu'il y a une recette. Je pense que la recette, c'est se lancer une ou deux fois. Les gadins sont relativement rares. Les gens sont plutôt sympathiques. Et ils sont plutôt, s'ils viennent voir et entendre quelqu'un, ils sont plutôt, j'allais dire, très ouverts à l'égard de celui-là. Et puis ils connaissent, ils sont, pour la petite gamine de 12 ans, personne ne lui aurait fait un procès d'intention si elle avait, j'allais dire, fourché, si elle s'était trompée, etc., etc. Mais en l'espèce, elle ne s'est pas trompée. Voilà. Donc je pense qu'il faut être décontracté. Et c'est le principe comment dire, du saut d'obstacle. Il faut le franchir une fois, deux fois, trois fois, puis après ça devient mécanique. Et puis si on se casse la gueule, on remonte sur le cheval et on repart. Je ne fais pas de cheval. Hein. Auriez-vous des petits exercices pour améliorer les compétences orales? Et auriez-vous 3 conseils à donner à un lycéen pour améliorer sa prise de parole? Je pense qu'il n'y a pas de grands conseils à donner. Si je rejoins tout ce que je vous ai dit, avant de parler, il faut savoir ce qu'on a envie de dire. Bon. Et avant de savoir ce qu'on a envie de dire, il faut commencer par analyser la situation dans laquelle on se trouve. Passer un examen, c'est avoir à faire un exposé devant un prof, c'est pas la même chose que de faire une conférence, une intervention devant 300 personnes où j'en sais fichtrement rien. En d'autres termes, la question que vous devez vous poser, c'est pas de réfléchir à l'introduction, c'est de réfléchir à la conclusion. Vous êtes devant un certain public, vous devez servir une certaine prestation. Le même sujet, je vous l'ai dit tout à l'heure, il ne sera pas traité de la même manière devant tel ou tel personnage. Et en fonction de ce que vous attendez de vous-même de votre prestation et de la commande qui vous a été passée, eh ben, vous allez pouvoir construire un raisonnement. Moi, ce que je vous suggère, c'est de le faire très simplement sur un bout de papier. C'est un vieux principe et c'est ce que je dis à tous les étudiants. Vous prenez une feuille 21-24, 29-7, vous la pliez en deux, ça fait 4 pages. La première sera l'introduction, la page 2, ça sera la première partie, la page 3, ça sera la deuxième, et puis il vous reste la conclusion. Et sur chacune de ces pages, eh bien, avec un raisonnement, vous construisez votre exposé. L'introduction, c'est des généralités. Qui suis-je? Où on en est? Quelle est l'actualité du sujet? Qu'est-ce que j'ai compris du sujet? Ce qui est hors sujet? Enfin bon, tout ça, ça fait déjà, vous pouvez tenir 5 à 10 minutes, hein, déjà rien que sur ça, en jouant sur les mots et en éliminant toutes les hypothèses qui sont celles que vous ne traiterez pas. Alors, bien entendu, si votre exposé doit durer seulement 5 minutes, vous ferez plus court. Et puis après, vous avez, en droit, c'est toujours 2 parties. Vous traitez aux 2 parties. Vous essayez de faire en sorte qu'elles se balancent, histoire de susciter un intérêt. Et puis, ce que beaucoup d'étudiants oublient, il faut en tirer une conclusion. Vous avez baratiné pendant 5 à 10 minutes, qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion? Et là encore, par rapport à votre public, l'objectif, c'est que votre public il soit, j'allais dire, non pas ébaudi par votre art oratoire, ce qui n'a aucun intérêt, puisque c'est de l'éphémère, mais quelque part, ils disent, tiens, il n'est pas con, c'est intéressant, j'aurais bien voulu l'entendre sur tel ou tel point, et j'en déduis telle ou telle chose. Donc, il faut à la limite, c'est un paradoxe, il faut qu'à la limite, votre public soit frustré. C'est-à-dire qu'il ait le sentiment que vous avez traité le problème, vous l'avez intéressé, vous lui donnez envie d'en savoir plus. Si, en partant de votre audition, il a le sentiment, il est rassasié, il sait tout, etc., il partira avec un encéphalogramme plat. Il dira, oui, il était bon. Je ne sais pas, mais il était bon. C'est pas ça. En revanche, il faut qu'il en sorte choqué.
choqué au bon sens du terme, soit parce qu'il n'est pas d'accord du tout avec vous, bah, ça veut dire qu'il a réfléchi lui-même, soit ça veut dire qu'il est d'accord avec vous et qu'il vous suit et il pense qu'il faut transformer la réflexion par de l'action. Enfin, j'en sais foutrement rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne déblatère pas en public pour rien. On déblatère avec un objectif. Et la question est de savoir si vous allez au final, au bout de votre intervention qui peut être plus ou moins longue, bah, tenir les objectifs que vous étiez assignés au début. Moi, quand je vais dans une commission parlementaire, c'est avec comme idée de dire aux parlementaires, votre texte est bon ou mauvais, et voilà ce que je vous propose comme amendement, et voilà les priorités, voilà les choses. Enfin, voilà. Donc j'essaye d'avancer des préconisations qui sont qui me paraissent utiles, et j'essaye de leur redonner du sens, de les remettre dans une approche plus globale. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est répondre à votre question, mais je pense qu'avant d'ouvrir la bouche, il faut commencer par prendre sa plume. Alors, c'est un geste, hein. C'est une image. Bien sûr, on peut prendre sa plume intellectuellement. Il y a des gens qui ont besoin de prendre des notes. Voilà. Donc, il faut que vous structuriez votre réflexion et toujours avec pour objectif qu'est-ce que je vise. Est-ce que je parle pour parler? Moi, ça m'est arrivé. Hein. Je prends un exemple très concret. Au bac, je ne comprenais strictement rien à l'épreuve d'anglais. Je me suis donné pour objectif, je ne comprenais rien au texte. Je me suis donné pour objectif, il y avait 8 lignes en bas, d'en faire 9, de façon à pouvoir tourner la copie, et d'éviter le 0 sur 20. Voilà, c'était un objectif. Et bien, ça ne m'a pas empêché, dans d'autres matières, d'avoir 18 ou 19. À chaque sujet, à chaque contexte, il faut réfléchir. Mais par rapport à l'esprit général des questions que vous me posez, il faut que vous échappiez à l'idée qu'il y a, comment dire, il y a peut-être des techniques, il y a peut-être une recette, mais ce n'est pas, j'allais dire, les recettes et la technique qui vont vous apprendre à vous exprimer. C'est au service d'une réflexion. Et la réflexion, elle dépend du lieu, du moment, des personnes, des enjeux. C'est la première des questions que vous devez vous poser. C'est mes interlocuteurs, et je reviens à ce que je disais au départ, la communication orale, c'est une communication. Qu'est-ce que je veux faire passer? Qu'est-ce que les autres en face ont envie d'entendre ou pas entendre? Et c'est à partir de là que vous construisez votre. Alors après, il faut décontracter. Hein. Ça vient au fur et à mesure du temps. Comme Jourdain faisait de la prose sans le savoir, vous ferez de la communication orale sans vous en apercevoir. Alors, au départ, ça peut être un tout petit peu laborieux. Bon, il y a peut-être quelques points de repère à avoir. Moi, je vous ai eu quelques astuces. Mais bon, les astuces, personne ne les a enseignées. Hein, c'est moi qui les ai. Mais à mon avis, le plus vite possible, vous n'aurez pas de notes devant vous, ou des notes très très restreintes, des notes simplement points de repère, quelques points de repère. Vous vous en sortirez mieux. Ça suppose de connaître son sujet. Si vous êtes obligé de tout écrire, c'est que vous tirez la ligne, et si vous tirez la ligne, c'est que vous êtes vraiment besogneux. Voilà. Alors ceci, il y a des sujets sur lesquels on peut être très bon dans telle matière, on peut être besogneux dans telle autre. Hein. Moi, je ne garantis pas que je serai très fort. Si on me donne un exposé à faire sur la culture des olives en Basse-Provence, je ne suis pas sûr. Ça, c'est du Pierre Dac. Hein. Je ne suis pas sûr d'être très fort. Mais sur d'autres sujets, je sais que j'en ai sous le pied. Voilà.